Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 199 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est le retour des duels de joueurs mystères. Bon, alors, comment allez-vous pour ce grand retour donc? Et oui, c'est le retour d'un classique sur le Basket Lab qui a fait la renommée du Basket Lab à l'international. Nos duels de joueurs mystères évidemment, mais c'est le retour puisque je me suis rendu compte que ça fait 1 an qu'on n'en avait pas fait, puisque le dernier c'était donc notre duel de joueurs mystères à Noël dernier, donc dans la tradition des jeux de mots pourris du Basket Lab, notre Noël de joueurs mystères en 2022, Noël 2022. Il se trouve que depuis, on a beau faire 100 podcasts en 2023 sur l'année civile 2023, aucun n'a été un duel de joueurs mystères. Et donc grave erreur de ma part. Bon, c'est aussi parce que pendant une partie de l'année, j'ai pas eu le temps et qu'ensuite on avait d'autres sujets à traiter, mais j'aime pas ça, ça ne me ressemble pas et ça ne me plaît pas. Donc retour aujourd'hui des duels de joueurs mystères. J'ai eu pas mal d'idées depuis quelques mois et je me les garde et on va les faire très prochainement, je pense. Il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, aujourd'hui le retour des duels de joueurs mystères, surtout que ben voilà, c'était un peu la tradition à Noël, le jour de Noël, de présenter un duel de joueurs mystères. Mais là, cette année Noël est tombé un lundi, donc jour d'hebdo, donc on n'a pas pu. Mais voilà, le Noël de joueurs mystères un peu en retard. On est toujours en retard sur le Basket Lab. Le voici, donc le principe est très simple, puisque oui, donc il faut que je leur explique. Vous êtes pas mal de nouveaux auditeurs, mine de rien, depuis quelques mois, et donc le concept est plus vieux et assez vieux. Donc principe très simple, hein, très classique. Je présente 2 joueurs en les anonymisant. C'est pas facile à dire, mais donc ça permet un peu de cette manière de faire fi de toutes les idées préconçues qu'on a déjà sur tel ou tel joueur, tous les présupposés, tous nos biais peut-être parfois aussi, toute notre subjectivité aussi, et donc de faire un duel purement et strictement sur l'aspect sportif, je ne sais plus parler. Et donc voilà, c'est un peu le principe, c'est que on ne sait pas qui c'est, et à l'aveugle, on peut donc juste se concentrer sur l'aspect sportif de ce duel, et c'est donc tout l'intérêt. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, duel de joueurs mystères. Le grand retour. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, c'est parti. Duel de joueurs mystères, et donc, comme la tradition le veut, on va renommer nos joueurs pour que ça soit un peu plus pratique. Et donc, aujourd'hui, notre joueur A, on va l'appeler Aragorn. Et notre joueur B, on va l'appeler Boromir. Évidemment, il n'y avait pas de piège. Est-ce que vous avez deviné? J'espère que vous avez bien sûr la référence, et même que vous aviez deviné avant que je le dise. Bref, donc, joueur A, Aragorn, et joueur B, Boromir. Quoique vous allez me dire, maintenant, vous savez qui est le meilleur joueur des deux? Mais non, il n'y a pas de... Je me rends compte maintenant, c'est un peu bête d'avoir fait ça, mais... non, pas de rapport. Vous allez voir. Et donc aujourd'hui, le but, je peux vous le dire d'entrée, c'est qu'on fait un duel, mais c'est pas 2 joueurs contemporains. Le but, c'est de présenter un joueur, d'ailleurs contemporain, une saison de 2024, donc saison en cours, avec quelqu'un qui était, on va dire, grosso modo, dans le même état d'avancée de carrière. Donc un joueur plus vieux, mais avec une saison lorsqu'il était plus jeune. Voilà, donc on compare 2 joueurs qui sont dans la même saison de leur carrière. Je vais pas non plus spoiler directement quelle année, sinon vous risqueriez c'est trop d'indices. Bref, et donc, allons-y. Donc, notre joueur A, Aragorn, il est à 105 de true shooting plus. Et donc, le true shooting plus, comme d'habitude, c'est un gros mot pour dire l'efficacité au scoring individuel est relatif à la moyenne. Et donc, la moyenne, elle est à 100 par définition. Donc, 105, ça veut dire plus 5% par rapport à la moyenne. Aragorn, 105, plus 5% par rapport à la moyenne. Au scoring individuel, Boromir, plus 1. Boromir, il est à 101 de true shooting plus. Donc, moins efficace. Cela dit,
Maintenant, deuxième indicateur, évidemment, c'est le niveau de responsabilité, hein, bien sûr, puisque être efficace ou pas efficace, ça dépend aussi beaucoup du volume, du nombre de ballons, bien entendu. C'est pas pareil de le faire sur un gros ou un petit usage. Et donc, en l'occurrence, Aragorn, c'est sur 22% d'usage, 22, ce qui est relativement modeste, mais c'est pas un role-player non plus. On va dire que c'est petite deuxième option d'équipe ou troisième option, grosso modo, voilà, dans cet ordre-là, on va dire. Les stars, c'est plus de 30. 22, c'est modeste, mais pas non plus role-player. Donc 22% d'usage pour Aragorn. Et Boromir est à 25, ce qui est dans les mêmes eaux. Bref, donc Aragorn, 105 de True Shooting Plus sur 22% d'usage. Et son pourcentage de panier assisté est de 50%. C'est-à-dire que 50% des paniers de Aragorn survenaient sur une passe décisive. Et donc, 50% de ces paniers étaient créés par autrui. Et donc, si vous faites le calcul, hein, prenez le temps, s'il y a besoin, mais ce qui veut dire que 50% n'étaient pas créés par autrui. Et donc créés par lui-même. Bref, donc 50%, pour vous dire, c'est quand même un score. Alors, ça dépend de l'avancée, ça dépend du statut, ça dépend du rôle aussi, plutôt intérieur-extérieur, mais grosso modo, 50% pour le type de joueur que Aragorn était, au niveau du poste et au niveau de l'âge, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez typé création, on va dire, 50%. Et de son côté, Boromir, donc, 101 de True Shooting Plus, 25% d'usage et 61% de panier assisté. Donc, Aragorn, plus efficace, mais un volume un peu plus petit de responsabilité. Mais par contre, Aragorn était plus typé, se crée plus souvent son propre tir. 50%, là où Boromir, un peu moins efficace, un peu plus gros volume, mais aussi un peu plus de paniers qui sont créés par autrui. Donc, des paniers, grosso modo, hein, entre guillemets, entre gros guillemets, généralement un peu plus faciles, évidemment. Et d'ailleurs, je peux rajouter aussi au niveau de ce pourcentage de paniers assistés, c'était un peu pareil au niveau des tirs au panier, des tirs au cercle, pardon, pour essayer d'être plus clair du coup, pour pas répéter panier tout le temps. Et donc, au niveau des tirs, au niveau du cercle, Aragorn, 50% de ses tirs au cercle étaient assistés, alors que Boromir, c'était 58. Donc voilà, même au niveau du panier, surtout, Boromir était plus assisté. À retenir. Ensuite, d'ailleurs, tant qu'on est au niveau du panier, je peux vous dire la fréquence de tir au panier de ces deux-là. Et donc, joueur A, Aragorn, 59% de ses tirs survenaient au panier. 59%, c'est pas mal, hein, c'est un gros total. Alors que Boromir, c'était à peine 31. 59%, quasiment 60%, et donc, pour Aragorn, et donc, Boromir, c'était la moitié. 59% face à 31%, à peine 31% des tirs de Boromir étaient au panier. Donc ça, c'est pour la fréquence, mais maintenant, je peux aussi vous donner, bien sûr, l'efficacité. Et au niveau de l'efficacité, on est sur des zones assez similaires pour le coup, puisque Aragorn, 66% d'efficacité au panier, 66%, Boromir, 71%. Donc, un chouïa au-dessus, mais là encore, c'est pas non plus ultra significatif, à mon avis. C'est un peu plus efficace, mais en prenant aussi moins de tirs au panier. Donc peut-être que ça joue aussi. Surtout que, comme on a dit, Boromir plus efficace au panier, mais ses paniers étaient en quantité beaucoup plus assistés que ceux de Aragorn. Donc, voilà. Voilà pour le panier, on peut continuer à s'éloigner du cercle. Donc, au niveau de la mi-distance, 16% des tirs de Aragorn étaient des longs tirs à 2 points, 16%, contre 10% pour Boromir. Donc, moins de longs tirs à 2 points chez Boromir. Alors que Aragorn, 16%, il les mettait avec une efficacité de 34% à peine, ce qui est assez mauvais pour le coup. Aragorn, 16% de ses tirs étaient des longs 2 et il les mettait avec une efficacité en dessous de la moyenne, là où Boromir en prend moins, mais il les rentre très bien. Il les rentre à 48% d'efficacité sur les longs 2, ce qui est vraiment très bien. Ce qui est même plutôt pas loin de l'excellence. Mais, par contre, je suis un peu obligé de vous spoiler, du coup, en partie en tout cas. Boromir, c'est la saison actuelle, c'est notre joueur contemporain. Mais donc, c'est la saison 2024 qui est donc en cours, même pas à moitié. Et donc, forcément, il y a un peu cet élément de petit échantillon,
que n'a pas Aragorn, puisque lui, c'est une saison complète. Et donc, je suis un peu obligé de vous préciser que, certes, pour l'instant, il est à 48%. En carrière, il est plutôt à 38%. Plutôt à 38% au niveau des longs tirs à 2 points. Et puis, d'ailleurs, tant qu'on est dans les tirs à mi-distance, donc je dis au panier, Aragorn prend énormément de tirs, là où Boromir en prenait assez peu. Les longs tirs à 2 points, donc juste devant la ligne à 3 points, vraiment les pull-up, les longs tirs à 2 points, c'est aussi Aragorn qui en prenait plus, et donc évidemment, Boromir prenait beaucoup plus de ce qu'on appelle les short mi-distance, c'est-à-dire les tirs pas complètement sous le panier, mais les tirs un peu autour du panier, la zone des flotteurs, grosso modo. Voilà, il en prenait pas mal dans cette zone-là, ce qui peut aussi peut-être expliquer un peu le différentiel d'efficacité, parce que c'est des tirs par nature moins rentables que les tirs complètement sous le cercle. Donc voilà pour la précision. Et puis on continue un peu de s'éloigner, de vous décrire le profil de ces deux scoreurs. Au niveau des 3 points, désormais, Aragorn, 1,4 tentatives à 3 points par match en moyenne, 1,4, contre Boromir, 5,7. 1,4 contre 5,7. Donc pas mal de tirs à 3 points pour notre ami Boromir. Bon, il faut que je vous dise aussi que, effectivement, donc Boromir, c'est la saison 2024, donc les standards sont un peu plus élevés que l'époque de Aragorn, mais tout de même, il y a une différence assez notable. On n'est pas. Aragorn, on n'est pas en 1982 non plus, quoi, pour vous dire. Donc voilà. Tout de même, moins de tirs à 3 points pour Aragorn que pour Boromir, même 1,4 par match contre 5,7. D'ailleurs, je précise aussi que les deux ont un temps de jeu par match qui est équivalent. Je crois que les deux sont autour des 34-35 minutes de jeu par match, donc voilà, il n'y a pas de piège au niveau du temps de jeu. On peut comparer sur le même plan, on va dire, en termes de total et de total par match. Par contre, la différence, c'est que donc Aragorn prend beaucoup moins de tirs à 3 points, notamment aussi parce que il l'aimait pas, 26% à 3 points, contre Boromir, 39% à 3 points. Même si, bon, effectivement, en carrière, il est plutôt en dessous, on a peut-être un effet petit échantillon, mais on en discutera tout à l'heure. Donc voilà, Aragorn plutôt moins tireur à 3 points en termes de volume et d'efficacité, Boromir tout de même plus, et Aragorn est plutôt typé je vais beaucoup au panier. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on est dans le shoot, indicateur des lancers francs, toujours un bon indicateur du niveau de shoot, puisque ce sont des qualités qui sont corrélées, le fait de mettre des lancers francs et des jump shots. 72% ont lancé franc pour Aragorn, contre 77% pour Boromir. Donc Boromir meilleur, mais on n'est pas sur non plus un écart incroyable. Voilà pour le jump shot. Le drive, désormais. Allons sur le drive. Aragorn, 8,8 drive par match. 8,8, donc quasiment 9. Boromir, 9,5 drive par match. Donc un volume de drive équivalent, même si je suis obligé de préciser que avec l'évolution du jeu, il y a de plus en plus de drive, et donc à l'époque de Aragorn, on va dire que voilà, il y a peut-être un petit ajustement à faire au niveau de l'inflation par rapport à l'époque. Voilà. Peut-être que 8,8 de Aragorn, aujourd'hui, ça voudrait peut-être 10, 11, 12, 13, grosso modo, mais bref, on est quand même sur, en tout cas, deux totaux qu'on peut comparer. Même ajusté pour inflation, ce ne serait pas non plus si différent que ça. Et par contre, la différence, elle se fait surtout au niveau de l'efficacité, puisque si on prend donc les points par tir tentés au niveau des drives, donc l'efficacité sur les ups, plus on rajoute la productivité sur le lancer franc, ce qui donne la productivité globale, les points par tir ou le true shooting, comme vous voulez. Mais en gros, c'est Aragorn 1,07 points par tir tenté en fin de drive, 1,07. Boromir, 0,94. 1,07 contre 0,94. Bon, peut-être que vous avez l'échelle des chiffres en tête, mais c'est pas évident, donc surtout pour vous dire, j'ai reporté ça un peu, par exemple, sur une saison complète, et donc sur la saison 2023, Boromir, avec ce score-là, se classerait 78e sur 79 en termes d'efficacité en fin de drive, parmi donc les joueurs à gros volume de drive. Je crois que c'est plus de 8 par match. L'an dernier, en 2023, tous les drivers à plus de 8 drives par match en 2023, on les classe à l'efficacité.
Et grosso modo, avec son score de cette année, il se retrouverait quasiment dernier, Boromir. Aragorn, lui, se retrouverait plutôt au niveau de la 60e place. Donc, déjà, c'est un peu mieux pour Aragorn, mais, puisqu'il y a un mais, il n'y a que des mais aujourd'hui, évidemment, il faut prendre en compte et ajuster pour l'inflation, justement, parce qu'il y a un différentiel assez énorme de spacing en quelques années, et donc, évidemment que faire des stats, faire telle stat il y a 7-8 ans, ou alors les faire en 2023, c'est pas pareil. Il n'y a pas autant d'espace, donc notamment pour les drives, où l'espace est quand même primordial, ben non. Il y a quand même un différentiel qui est assez notable, et donc là, pour le coup, je suis quand même allé calculer, et j'ai essayé d'ajuster pour de vrai à l'inflation, et donc, si on reporte le score de Aragorn de l'époque sur les standards de 2023, oui, il se situerait autour de la 60e place sur 80, donc plutôt vers la fin. Par contre, à l'époque, avec 1,07 points partis en fin de drive, Aragorn était 17e sur 47 gros drivers. 47 joueurs avec plus de 8 drives par match. À l'époque, Aragorn était 17e. Donc voilà, déjà vous voyez bien l'illustration de ce phénomène de bah oui, plus il y a de spacing, plus c'est facile de faire de drive et d'aller scorer au panier, évidemment. Et donc voilà, on ne parle pas non plus de la même chose. L'écart en chiffre brut a l'air assez négligeable, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Aragorn est un bien meilleur driver en termes d'efficacité et de capacité à scorer au panier. D'ailleurs, autre que les drives, on peut prendre les isolations de manière un peu plus générale, donc les 1 contre 1, les isolations. Sur ISO, Aragorn, c'est 0,82 points par possession. 0,82, là où Boromir n'est que à 0,69. 0,82 contre 0,69. Là où, d'ailleurs, Aragorn, 2,7 par match. 2,7 isolations par match pour Aragorn, là où pour Boromir, c'est à peine 1,5. Donc, dans les deux cas, c'est plutôt des petits totaux. C'est pas non plus énorme, mais tout de même, le double, quasiment, pour Aragorn, en étant plus efficace. Mais là encore, j'ai été obligé d'ajuster par rapport à l'efficacité et par rapport au contexte de jeu, entre 2023 et à l'époque. Et donc, à l'époque, la moyenne NBA sur isolation était de 0,83. Donc, lui qui était à 0,82, ça nous fait un score relatif à la moyenne, en isolation plus de 98. Donc, il était 2% moins efficace que la moyenne. Grosso modo, il était au niveau de la moyenne. Là où Boromir, il était à 73 d'isolation plus, de ratio, on va dire. Et donc, son score était quasiment 30% moins bon que la moyenne. Puisqu'en 2024, la moyenne des isolations est à 0,94, et donc avec 0,69, Boromir, 0,69 divisé par 0,94, on est sur un score, grosso modo, 27% plus bas que la moyenne. Donc voilà, c'est pas que le drive, si on prend l'isolation de manière plus globale, mine de rien, Aragorn était tout de même meilleur. Et puis d'ailleurs, dernier indicateur du scoring, après on peut passer au passing, mais dernière chose sur le scoring, je vais vous citer également la capacité à attirer les fautes, puisque pour un scoreur c'est primordial, et donc ce qu'on appelle le free throw rate plus, admirez l'accent, donc ce qui est simplement la capacité à attirer des lancers francs, le taux de lancers francs mais ajusté à la moyenne, comme toutes les stats en plus. C'est pas la stat brute, mais c'est la stat ajustée, où est-ce qu'elle se situe par rapport à la moyenne. Aragorn, 146. Donc, comme d'habitude, la moyenne est à 100, ce qui veut dire Aragorn arrivait à provoquer des lancers francs avec un taux 46% au-dessus de la moyenne. 46%. Là où Boromir est à 97 de free throw rate plus. Donc, moins 3%. Donc, au niveau de la moyenne. Aragorn, 146. Boromir, 97. Donc il y en a un qui est largement au-dessus de la moyenne, l'autre qui est à peine au niveau de la moyenne sur la capacité à attirer les fautes de manière générale, et d'ailleurs même un peu plus spécifiquement les fautes provoquées pendant une tentative de tir, et non pas de manière générale, pas quand il dribble, pas quand il va au rebond ou ce genre de choses, mais les fautes
provoqué pendant une tentative de tir, donc vraiment cet art et cette qualité, cette capacité à provoquer, au sens littéral, la faute. Cette fois, on se tourne donc vers ce qu'on appelle le shooting foul percentage, 16% pour Aragorn, contre 10% pour Boromir. Ce qui est un peu bizarre, puisque en général, c'est plutôt Boromir le provocateur, mais, mais passons. Donc, voilà pour le scoring. Rapidement, je peux aussi vous faire le passing, même si on n'a jamais des stats parfaites pour le passing. Mais en tout cas, il y en a quelques-unes qu'on peut énumérer pour essayer de situer un peu le niveau, ou en tout cas le profil de passeur. La première, c'est comme d'habitude ce que j'appelle le ratio de playmaking, qui est en fait l'assist percentage divisé par l'usage percentage, et donc en français, la tendance d'un joueur à faire une passe par rapport à son nombre de ballons. Donc, c'est juste ça. Ce n'est pas à quel point c'est un bon passeur. Ça ne dit pas la qualité de ses passes. Ça dit juste sa tendance à faire des passes versus prendre des tirs. Voilà. À quel point est-ce que le profil est équilibré ou pas équilibré, justement. Et donc, assist par usage, 0,84 pour Aragorn, 0,84, là où Boromir a un ratio de 0,97. Donc, si on ramène les deux à un même nombre de ballons, c'est ça que ça veut dire, hein. Si on ramène les deux à un même nombre de ballons, Boromir est un peu plus passeur, un peu plus orienté passing et distribution du jeu. D'ailleurs, si on reporte ces deux scores sur l'échelle de valeur de 2023, Aragorn se classerait grosso modo dans le 48e centile, donc pile au milieu des joueurs NBA avec un certain taux d'usage, un certain volume de responsabilité. Au niveau de la moyenne, parfaitement pour Aragorn, en termes de tendance à scorer versus passing, pile au niveau de la moyenne, 48e centile, mieux que 48% des joueurs. Là où, effectivement, Boromir, il est tout de même plutôt au 69e. Quasiment 70, 70e centile. Donc, un peu plus orienté passing, effectivement. Donc ça, c'est juste, non pas la qualité des passes, mais simplement le profil, on va dire, passing versus scoring. Maintenant, je peux aussi vous donner des stats un peu brutes, presque, en tout cas. Aragorn, 6,2 assists par 100 possessions. Boromir, 8 assists par 100 possessions. Donc effectivement, un peu plus. Et puis, la différence également, c'est que Aragorn est à 14,5% de turnover percentage. Donc il perdait la balle 14,5% du temps, ce qui est un énorme pourcentage pour le coup, c'est vraiment assez bas. Là où Boromir, non pas qu'il fasse un excellent score, mais il est un peu en dessous des 12%. C'est tout de même beaucoup plus au niveau de la moyenne, voire un peu plus haut que la moyenne. C'est pas mal. Donc, Boromir, un peu plus orienté passeur, plus grosse productivité de passeur, on va dire, et en plus, plus propre. À peine 12% de turnover. Donc voilà pour l'attaque, et puis on peut terminer rapidement avec la défense. En défense, c'est vrai qu'on n'a pas de stats intéressantes ou de stats très pertinentes, ou en tout cas, c'est difficile de mesurer un impact comme on peut mesurer certains éléments offensifs comme l'efficacité, le pourcentage quand il fait ça, etc. En défense, c'est compliqué, mais on a 2-3 indicateurs que je peux vous donner. Au niveau du steal percentage, donc le pourcentage d'interception, 1,5% pour Aragorn contre 1,8% pour Boromir. Les deux sont de très bons scores. Et le block percentage, 2,1 contre 2,1. Donc, le même niveau de block percentage pour les deux, et sachant que donc, les deux sont d'excellents playmakers défensifs. Peut-être que ça commence à cogiter chez vous. Peut-être que vous avez déjà compris de qui je veux parler, d'ailleurs. C'est toujours aussi le jeu dans le jeu. Non, c'est pas juste essayer de dire qui est le meilleur parmi les deux, c'est aussi de trouver de qui je parle, évidemment. Mais bref, donc les deux sont de très très bons playmakers défensifs. Et dernière stat aussi, à quel point est-ce qu'ils affectent les tirs en termes de protection du panier, puisque vous aurez peut-être compris qu'on est plutôt sur des intérieurs. Peut-être, d'ailleurs. Ou peut-être pas. Aragorn infligeait une perte d'efficacité de 6% à ses adversaires, donc
Comparé à leur pourcentage moyen face à Aragorn, les joueurs shootaient 6% moins bien face à Aragorn au panier, contre moins 4,8, moins 5 pour Boromir. Donc, équivalent, même si je dois vous préciser que on n'est que sur une demi-saison pour l'instant, même pas en 2024 pour Boromir, et que, par exemple, l'an dernier, il était à peine à moins 1,8. Donc, il infligeait une perte d'efficacité plus faible. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de stats parfaites pour la défense, mais on va dire que la moins pire peut-être, c'est celle que j'aime bien utiliser pour avoir non pas une idée précise, mais plutôt une idée très générale et très globale. Et pas, il faut pas l'utiliser pour se dire allez, on va comparer un tel et on va trancher parce que lui il est un dixième au-dessus ou un dixième en dessous. Non, c'est plutôt pour avoir une image, une photographie assez complète, on va dire, assez générale. Et donc, la stat, c'est le LeBron défensif. LeBron, c'est un acronyme, évidemment. Le LeBron, il est créé par Basketball Index, un site de stats qui crée pas mal de modèles. Leur modèle est plutôt pas mal, puisque, pour plein de raisons, bref, on va pas développer. Et donc, le LeBron défensif, ils ont un score pour la défense. Aragorn était à 0,26. 0,26. Malheureusement, Boromir, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que le LeBron, justement, ça met un peu de temps à arriver dans la saison, ça ne se fait pas en quelques matchs. Donc, je crois que c'est au niveau de 30, 40, 50 matchs, je sais plus que la stat est dispo. Donc, je ne l'ai pas pour Boromir pour cette année. Mais ce que je peux vous dire, donc, et c'est là un peu que intervient mon avis, on arrête d'être dans le factuel, vous êtes un peu obligé de me croire sur parole pour la défense, puisque on n'a pas de stat pour décrire la performance. Alors déjà, sur la stat en elle-même, le LeBron défensif, qu'est-ce que ça veut dire 0,26 ? Ça veut dire une valeur nulle. Et en effet, moi, mes souvenirs que j'ai, et c'est plus que des souvenirs, puisque j'en avais fait une vidéo scouting à l'époque, très détaillée, on était sur un défenseur qu'à l'époque, j'avais qualifié de mauvais. Même de vraiment mauvais, mais avec des flashs incroyables. Mais quand je dis mauvais, je veux vraiment dire mauvais. Et quand je dis des flashs incroyables, c'est vraiment des flashs incroyables. Le problème donc, comment est-ce que c'est possible d'avoir les deux ? En fait, on avait quelqu'un qui était très jeune, bien sûr. Donc on part de saisons de joueurs très jeunes, vous l'aurez compris. Et surtout quelqu'un qui avait des atouts physiques et athlétiques, certes, mais qui n'avait pas encore le niveau de discipline, d'intelligence de jeu, de technique défensive, comment se positionner, quoi faire, quand aider, quand ne pas aider, etc. etc. Et donc ce qui fait qu'on avait énormément de valeurs qui fuyaient. Bref, je détaillerai ça tout à l'heure, mais en gros, pour moi, grosso modo, on était plutôt sur quelqu'un de négatif, voire, selon comment est-ce qu'on pondère les flashs par rapport à la globalité du jeu, donc plutôt négatif ou alors neutre, ou alors moyen mauvais. Voilà, on est plutôt dans cette zone-là. Pour le coup, Boromir, on est plutôt sur un défenseur positif. Qui d'ailleurs, si je vous donne ses scores de ces 2 précédentes années, où le score du LeBron défensif est dispo, 0,53 et 1,07. Donc vous voyez que ce sont 2 scores au-dessus de celui de j'allais dire son nom, de Aragorn, j'allais dire son vrai nom, j'allais le trahir, le roi du Gondor, mais non. Boromir, quoique Boromir était censé... Bon bref, ne partons pas sur le Gondor. Non, les scores en soi du LeBron défensif sont pas si écartés que ça non plus, mais pareil, si vous vous fiez, à mon avis, vous êtes un peu obligé pour la défense. Pour moi, on est tout de même sur un positif. Même assez nettement sur un défenseur positif qui a aussi des défauts de jeunesse, évidemment, mais qui est déjà un positif et qui même est un positif depuis son année rookie, à mon avis. Et qui a d'ailleurs fait partie d'équipes défensives très compétitives. Donc là-dessus, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà été utilisé sur certains match-ups en play-off, etc., etc. Donc, s'il y a une vraie différence à faire, pour moi, elle est là. Aragorn, c'est plutôt mauvais dans l'ensemble, avec quelques flashs qui pouvaient laisser croire que dans l'avenir, peut-être, si ça se passe bien. Alors que Boromir, pour moi, on est déjà sur quelqu'un d'impactant et de positif en défense, donc à rajouter au duel. Et donc, entre Aragorn et Boromir, lequel préférez-vous ? Si je dois vous faire un peu le topo, Aragorn est un scoreur plus efficace, qui se crée son tir un peu plus souvent,
avec un profil de tir légèrement plus compliqué, plus auto-créé, auto-généré. Là où donc Boromir, c'est un peu moins efficace et en plus un peu plus assisté, même si c'est aussi sur un volume légèrement plus élevé. Aragorn, c'est aussi bien plus efficace au niveau du panier, en termes de volume, en termes d'efficacité, mais par contre, mauvais au niveau du jump shot et du 3 points, là où Boromir va moins au panier, mais c'est un meilleur jump shooter, et puis un meilleur passeur également, plus de passes, plus orienté passing et plus propre aussi, et qui est en plus un meilleur défenseur. Et donc, je répète, fin du duel de joueurs mystères, lequel préférez-vous? Plutôt Aragorn ou plutôt Boromir? Et donc, c'est l'heure de la grande révélation. Aragorn, c'est notre ami Giannis Antetokounmpo, saison 2016. Et Boromir, c'est Scottie Barnes, saison 2024. Oh, incroyable! Alors, donc là c'est le... Pour les habitués, vous le savez, c'était la partie duel, et donc là c'est la partie un peu blabla de bah oui, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai fait un peu ce duel de joueurs mystères? C'est pas simplement pour le plaisir, même si c'est toujours fun, hein, bien sûr, de faire des duels, mais c'est pas complètement au hasard, hein. Je veux pas non plus comparer, je sais pas moi, la saison MVP de Nikola Jokic avec la saison rookie de Cason Wallace, par exemple. Non, il y a aussi un but derrière ces comparaisons, et donc essayons un peu d'expliquer. Je sais pas d'ailleurs si vous aviez réussi à deviner ces deux joueurs. J'ai essayé de pas trop laisser d'indices, enfin comme d'habitude, mais il y avait peut-être moins d'indices que d'habitude. Je ne sais pas. J'en sais rien. Et donc précisément, oui, nous parlons là de Giannis Antetokounmpo, que vous avez peut-être, vous connaissez peut-être hein, d'ailleurs, et Scottie Barnes, et surtout, la comparaison se fait sur, c'est pour ça que moi je la trouvais intéressante, sur leur 3e année NBA respective. Et donc, Giannis, drafté 2013, rookie 14, sophomore 15, et donc on a fait la saison 2016, bien sûr, et Scottie Barnes, la saison en cours 2024, bien entendu, vu qu'il a été rookie de l'année en 2022, 2023 et donc désormais 2024. Bon, ce qu'il faut préciser tout de même, et j'ai failli faire ce duel-là de joueurs mystères, mais en fait il était beaucoup moins fun, parce qu'il il était trop déséquilibré. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour Giannis, c'est la saison à 21 ans, 21 à peine, là où pour Scottie Barnes, c'est 22 ans, dans sa 3e année NBA, il a 22 ans actuellement. Et le problème, c'est que si je vous faisais la saison 2022 de Giannis Antetokounmpo, ça aurait pas été marrant, parce que le duel n'aurait pas été équilibré du tout. Alors que là, vous avez peut-être un peu essayé de réfléchir, on a pu comparer des données assez similaires, on a pu voir, ah bah tiens, il y en a un qui est un peu plus efficace, mais l'autre était un peu plus passeur, et un peu plus défenseur, etc. Bon, la saison 2022 de Giannis, que je vous explique, c'est donc sa 4e année et pas sa 3e, puisqu'elle a été draftée, il n'a pas fait de fac, hein, lui, il a été drafté très tôt, depuis la 2e division grecque, mais ceci est une autre histoire que vous connaissez d'ailleurs probablement, alors que Scottie Barnes est passé par la case NCAA, donc il se fait drafter 1 an plus tard. Mais oui, pourquoi est-ce que le duel n'aurait pas été équilibré? La saison 22 ans de Giannis, en fait, il était All-Star, il était même All-NBA, All-NBA Second Team, MIP. Voilà. on était sur quelqu'un qui avait déjà explosé, donc ça n'aurait pas été marrant, parce que d'ailleurs, je ne les ai pas notés, mais je crois que même sur les chiffres bruts, on est sur des trucs, enfin même pas bruts, hein, on est sur des chiffres un peu, enfin c'est n'importe quoi. On était sur par exemple 109 de true shooting plus, 109 plutôt que 105. Donc 109 de true shooting plus sur un gauge déjà de 28%, par exemple, plus une défense qui était, je crois, all defense ou pas loin, que je vérifie ça. J'ai oublié de le noter sur ma fiche, évidemment. Oui, effectivement, il était même All NBA Second Team.
avec Tony Allen, Draymond Green, Anthony Davis et André Robertson à l'époque en saison 2017. Donc voilà, effectivement, ça n'aurait pas été marrant parce que 109 de true shooting plus comparé à 101 pour Scottie Barnes, 28% d'usage en plus, donc énorme volume, quasiment de stars, enfin 2 stars même à l'époque, contre à peine 25 pour Scottie Barnes. Une défense all defense, là où Scottie Barnes n'est pas encore à ce niveau-là. Bref, voilà, on avait Giannis en 2017, c'était sa saison de l'explosion, justement. MIP, All NBA, Second Team, All Defense, Second Team. C'était un vrai joueur qui d'ailleurs, je viens de voir il a même reçu des votes pour le MVP. 7e à égalité du MVP, du vote du MVP. Bon, ça veut pas dire grand-chose non plus, mais quand on est 7e ou 5e ou 12e, parfois ça se joue pas grand-chose. Mais pour vous dire que voilà, on avait affaire à quelqu'un qui avait vraiment explosé. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas comparer les Giannis à 22 ans contre Scottie Barnes à 22 ans. Ça aurait pas été fun, ça aurait été trop déséquilibré. Il faut quand même se rendre compte à quel point Giannis est un phénomène, mais c'est peut-être ça aussi la première leçon, c'est que justement, quand on compare les deux, bah oui, en fait, Giannis était un phénomène. Et précisément, peut-être que Scottie Barnes c'est un cran en dessous. Alors, non pas que j'accuse des gens d'avoir dit que Scottie Barnes était déjà un phénomène ou quoi que ce soit, non pas, hein, je veux pas, je lance de l'eau froide sur personne là, mais non, la comparaison elle vient assez naturellement et moi-même je l'ai faite dans une hebdo. J'avais déjà un peu ce duel en tête d'ailleurs quand on a parlé de Scottie Barnes avec Baptiste sur l'hebdo d'il y a 2 semaines, je crois. Et voilà, d'ailleurs, tiens, j'ai même pas posé la question, mais lequel vous préférez des deux au final, entre Giannis 2016 et non pas 17, mais Giannis a 21 ans en 2016 et Scottie Barnes en 2024. Honnêtement, pour moi, c'est assez serré, hein. Enfin, je sais pas vous d'ailleurs. Je ne sais pas lequel des deux vous avez préféré lorsque j'ai énoncé toutes ces stats et ce duel. Mais pour moi, c'est un peu serré, voire même, je pense que je préfère Scottie Barnes. Même si c'est vrai que je me base beaucoup en partie, donc c'est peut-être pas évident sur les stats que je viens d'énumérer, sur le duel en lui-même. Le duel est pour le coup assez équilibré, je pense. Mais c'est vrai que comme j'avais pas mal étudié à l'époque la saison 2016 de Giannis, j'en avais même fait en vérité un scouting vidéo de 15 ou 20 minutes, je sais plus, donc vraiment un truc très très dense. J'avais bossé sur pas mal de matchs, découpé, fait une vidéo qui est encore disponible d'ailleurs. Peut-être je la mettrai en description si ça vous intéresse. Elle est sur la chaîne NBA Einstein évidemment, c'est une des toutes premières vidéos de la chaîne. Bref, donc à l'époque où je faisais des scouting vidéo sur des joueurs NBA à l'époque. Mais bref, donc j'ai un peu... Voilà, j'avais beaucoup étudié cette saison et en effet, j'ai pas mal de souvenirs. J'ai revu la vidéo et j'avais aussi d'ailleurs écrit un énorme article en plus de la vidéo. Je crois que c'est une des premières fois d'ailleurs que j'avais dû interagir avec Antoine Tartrou, que vous connaissez. Bref, anecdote un peu nulle, mais, mais moi je m'en souviens. Mais oui, donc j'ai pas mal étudié et en vérité, je pense que sur le duel chiffré, l'efficacité notamment aide bien. Et peut-être que je me rendais pas compte à l'époque non plus de à quel point l'efficacité était pas mal, mine de rien. Mais j'ai aussi l'image globale de sa défense et en fait de toutes ses imperfections. Et oui, je vais aussi arriver à pourquoi est-ce que j'ai fait cette saison en particulier et pourquoi j'ai pensé à ce duel. Mais je pense que je suis pas loin de préférer Scottie Barnes. Si on me demande, non pas forcément sur le duel et les chiffres que je viens d'énumérer, mais si de but en blanc on m'avait demandé, je pense que la saison 2016 de Giannis, elle me semble. En tout cas, j'ai un souvenir que le joueur était moins bon que le Scottie Barnes actuel. Et encore, je suis même pas sûr et ça se joue pas à grand chose. Mais oui, effectivement, pourquoi est-ce que j'avais aussi eu l'idée de ce duel et pourquoi c'est intéressant? Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est intéressant. Les profils physiques très similaires, on les a pas mal comparés les deux, mine de rien. Les skill sets relativement similaires aussi. Mais il y a aussi un autre aspect qui est le fait que, à l'époque, il faut se souvenir, si je vous remets un peu le contexte, on est sur les Bucks de Jason Kidd, qui est arrivé, qui a fait une première année surprise aux Bucks, avec un Giannis qui était un role player défensif, hein, clairement. Les Bucks en 2015 sont la bonne surprise de la NBA. 2016, on attend l'année de la confirmation et patatras, ça se passe pas bien du tout. Vraiment pas. Les Bucks sont mauvais, les schémas défensifs un peu surprise de Jason Kidd ne marchent plus. Et donc, il se passe quelque chose en fin de saison. Sur la deuxième partie de saison, Jason Kidd dit « Allez, c'est fichu pour fichu, on va faire des tests. » Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais on va installer
Giannis Antetokounmpo en meneur de jeu. Et ça m'avait pas mal frappé à l'époque parce qu'on était dans une NBA où le poste et le rôle de meneur de jeu était encore assez prégnant, tout ce qui était gestion du jeu. Voilà, on n'était pas sur le même jeu qu'actuellement où finalement on peut plus facilement aujourd'hui mettre un playmaker et il n'y a pas de problème. À l'époque, on avait encore un peu plus ce côté, voilà, la gestion du jeu, le meneur qui annonce ses systèmes, qui gère le tempo, qui fait ce genre de choses. Donc ça m'avait pas mal marqué à l'époque et je me disais, bah non, non, c'est un vrai métier, meneur de jeu, quoi. On était en plein d'ailleurs dans l'âge d'or des meneurs à l'époque, mi-année 2010, et lui ne l'était pas. D'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour laquelle j'avais voulu faire un scouting report à l'époque aussi. Hein, c'est pour ce côté, le fameux Giannis en meneur, dont on a beaucoup parlé. Expérience qui n'a pas duré, d'ailleurs, puisqu'ensuite en 2017, bah non, le développement ne s'est pas fait de cette manière, donc on était vraiment sur une marketing, je sais pas, mais en tout cas, on était sur une phase de test qui s'est opérée sur quelques mois, et des tests qui, pour le coup, avaient été très peu concluants. C'était ce qui était beaucoup ressorti de mon analyse de l'époque et ce qu'on peut voir dans la vidéo de l'époque. Encore une fois, le lien dans la description, si ça vous intéresse de voir. On voit le playmaking, certes, mais on voit aussi énormément, mais énormément de défauts de passeurs et justement de ce que je dis et de gestionnaire de jeu. Parce que c'est un métier d'être un meneur de jeu un peu à l'ancienne, entre guillemets, ou de. Voilà, il y a la prise de décision, le tempo, les choix, etc. Et ça, il l'avait pas. Et donc, c'est pour ça que, à l'époque, pour moi, la valeur de Giannis était aussi un peu tirée vers le bas par ça, par le fait qu'il avait beaucoup de responsabilités, sans doute un peu trop, qu'il n'avait pas les qualités pour ça. Donc, il y avait de la valeur qui fuyait offensivement, parce que la prise de décision, d'ailleurs, je l'ai cité, mais le pourcentage de turnover était assez mauvais. Bref, donc le côté Giannis en meneur, c'était surtout pour l'aspect playmaking, en fait, hein, pour le coup. Et puis, aussi la défense, j'en avais un souvenir très mauvais. Et effectivement, dans la vidéo, vous pourrez voir, il y a des séquences et des séquences et des séquences de mauvaises défenses, en fait. Sur le ballon, et même en défense collective, même si, donc, il y avait ce potentiel, il y avait ces flashs absolument dingues. Et je crois que je conclus la vidéo en disant l'expérience Giannis en meneur, c'est pas trop ça. Il y a quand même plein de défauts. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre aussi du jump shot ou pas, à voir. Mais donc, profil très imparfait pour l'instant. Et voilà, on voit qu'il y a des trucs, mais on voit qu'il y a des instincts, on voit qu'il y a du potentiel athlétique et physique, mais techniquement et dans les choix, c'est pas ça. Mais si tout se passe bien, on est sur un niveau MVP et Defensive Player of the Year. Effectivement. Bon. Ça a été ça, et ça a été, pas ça complètement, mais en partie déjà dès la saison suivante où il a explosé sur sa saison à 22 ans, et donc la saison 2017, il a explosé à un niveau All NBA, All Defense, mais en 2016, c'était quand même un profil imparfait. Notamment aussi parce que utilisé pas de la bonne manière forcément, mais du coup ça m'a fait penser, parce que vous avez sans doute suivi ça, mais Scottie Barnes va être utilisé en meneur, donc il paraît. C'est un peu la news qui est sortie, qui a fait grand bruit, alors que bon, pour le coup, je vois pas trop en quoi c'est un événement en 2023, en fait. Le coup de, Dennis Schroeder va sur le banc, et du coup, c'est Scottie Barnes, le meneur. Dans la NBA d'aujourd'hui, ça compte plus trop, ça, en fait. C'est plus autant important que ça pouvait être le cas, même encore en 2016, du coup, où, voilà, l'aspect gestion du jeu n'est plus autant prenant qu'aujourd'hui, que ça pouvait être le cas à l'époque. Donc pour moi, c'est un peu un non-événement, mais il y avait un peu ce fun fact de Giannis en meneur à l'époque et Scottie Barnes, donc en meneur, entre guillemets, en 2023, pour ça que je trouvais la comparaison assez fun à faire, d'autant plus donc avec ce côté ressemblance physique aussi, le même poste, les mêmes, en tout cas, des similarités de profil physico-athlétique, peut-être certains qui les comparent les deux. Moi, je l'ai fait d'ailleurs dans l'hebdo un peu, et on va le faire encore plus aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que les deux sont liés, et donc ça me permettait un peu de faire ce duel-là pour cet aspect de Giannis en meneur, Scottie Barnes en meneur, qui était assez marrant. Et d'ailleurs, on peut commencer par ça, si vous voulez. Pour moi, la vraie différence de profil des deux, elle s'opère sur le passing. Voilà, clairement, même assez nettement. Je trouve que Scottie Barnes est un meilleur passeur déjà que ce qu'on était à ce stade de son évolution Giannis en 2016, et voire même que ce qu'il est devenu ensuite. Mais en fait, la difficulté quand je dis ça, c'est que la création, la notion plus globale de création,
c'est une partie passing et aussi une partie de dangerosité au scoring. Et donc, est-ce que Scottie Barnes est un meilleur créateur collectif que Giannis? Non. Mais par contre, sur les qualités du passing en elle-même, je pense que oui. Je pense que Giannis compense largement parce que sa menace au scoring crée des brèches et donc ensuite il est capable de faire de bonnes passes pour les exploiter. Donc au global, la création, si on peut distinguer les deux notions, la création collective de Giannis est meilleure à mon avis. Mais sur l'aspect purement du passing, les qualités pures de passing, je trouve que Scottie Barnes est quand même plutôt pas mal, hein, plutôt un peu plus avancé que Giannis de l'époque d'ailleurs et peut-être même d'un peu après. Et je trouve qu'il a un peu plus cette fibre justement de porteur de balle, à mon sens. Là où Giannis est quelqu'un d'extrêmement instinctif, qu'il avait toujours été. C'est aussi pour ça qu'il a été drafté hein, à l'époque. C'était le combo qualité athlétique incroyable, plus d'excellents instincts pour le jeu. Scottie Barnes aussi instinctif, mais quand on voyait Giannis donc dans cette fameuse phase de test passer au révélateur de Giannis en meneur à l'époque, certes, il y avait du playmaking, il y avait pas mal d'actions, il y avait pas mal de belles passes, mais je trouve que Scottie Barnes c'est un step au-dessus. Un step au-dessus en termes de vision de jeu, il arrive à faire des passes laser par exemple qu'on ne voyait pas forcément faire Giannis Antetokounmpo. En termes de créativité, de flair, je trouve que Scottie Barnes est légèrement au-dessus peut-être. Parfois il y a quelques no-look pass même, si vous les avez en tête. Voilà, ce genre de choses, mais même sur le côté porteur de balle et capacité un peu à maîtriser son dribble et un peu à manipuler, entre guillemets, mais un peu manipuler la défense. Je trouve Scottie Barnes meilleur, notamment sur des pick and roll. Je le trouve un peu meilleur, là où Giannis était quand même pas mal des basiques, voire même des très basiques, les passes qu'il était capable de faire sur pick and roll en 2016 à l'époque. Scottie Barnes, je trouve un peu plus. Déjà sur pick and roll. Et puis surtout aussi sur les fameux drive and kick, donc la pénétration et en fin de pénétration ressortir. Je trouve la palette de Scottie Barnes un peu plus grande et je trouve qu'il est plus souvent sous contrôle. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est lui qui est sous contrôle ou c'est plutôt le fait que Giannis à l'époque, Giannis était quand même beaucoup hors de contrôle, justement. Giannis, c'était du playmaking aussi parce que il y avait cette capacité à drive, il y avait ses qualités athlétiques et physiques, et donc justement un peu cette menace de scoring qui cassait les défenses, qui attirait les défenseurs, qui créait des rotations, et puis ensuite, certes, il faisait la passe, mais en tout cas, le Giannis de l'époque, il y avait très très peu de lecture avancée. Et il y avait aussi beaucoup d'erreurs sur ces drive and kick. À l'époque, Scottie Barnes, je trouve qu'on est un peu plus sur des lectures un peu plus élaborées. C'est genre, je fais le drive and kick, je vais pas forcément faire la passe vers le corner parce que c'est la passe évidente avec la vision tunnel ou presque, ou qui est dans le champ de vision direct. Non, parfois on ressort vers le deuxième homme en anticipant une rotation vers le corner ou ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, la différence, elle se fait déjà là. Je trouve que Scottie Barnes a un peu plus la fibre porteur de balle et création balle en main, je trouve. Donc ça, c'est quand même à noter dans ce duel et qui est un plus pour moi à mettre au crédit de Scottie Barnes. Après, je pense que naturellement, Scottie Barnes est un peu plus typé porteur de balle que vraiment cette espèce de poste hybride qu'est Giannis en fait. Giannis, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, c'est, comme on répète souvent, Giannis, c'est la version 2.0 de Shaquille O'Neal, en fait. C'est la version de Shaq, mais avec ajusté pour le jeu moderne, en fait. Avec un peu plus de dribble, du coup, un peu plus de fluidité, de légèreté aussi. C'est pas aussi dominant en termes de poids en total brut sur la balance, mais voilà, c'est l'équivalent de Shaq dans un jeu plus aéré, plus moderne. C'est Giannis. Là où je trouve que Scottie Barnes fait un peu plus, pour moi, porteur de balle de très grande taille. Je sais pas si vous voyez un peu la différence que j'essaye de faire. J'espère, sinon, sinon c'était un échec pour moi. Mais voilà, pour moi, il y a un peu cette différence et qui est un plus pour cet aspect de passing, mais qui va aussi être un négatif pour le scoring, pour le coup, parce que justement, pour moi, Scottie Barnes, c'est un peu plus, pour caricaturer, pour donner une image, un peu plus cet aspect de grand porteur de balle que Giannis, qui est un phénomène hors norme et qui est un vrai intérieur hyper mobile, hyper explosif, etc. Donc voilà. Pour le passing, je mettrais quand même Scottie Barnes un peu devant. Et j'ai pas mal d'espoir qu'il développe cet aspect-là, notamment. Même si vous pourrez me dire, bon, le spacing qu'a eu Giannis à l'époque était pas parfait, même loin de là. Donc
Peut-être aussi que le surplus d'espace qu'a Scottie Barnes aide, et c'est vrai, peut-être, mais même au-delà de cette différence de passing, je trouve, hein, peut-être que je me trompe, mais au-delà de ce différentiel de passing, je trouve tout de même que Giannis était un peu plus, quand il jouait comme ça, quand on lui confiait les rênes de l'attaque et sur son playmaking, c'était pas totalement sa fibre. Là où c'est un peu plus le cas pour Scottie Barnes. Donc ça c'est bien, il est un peu plus typé porteur de balle. Après c'est vrai que du coup, de l'autre côté du spectre, et j'ai déjà commencé un peu à le dire, non pas pour le passing, mais pour le scoring, bah oui, là encore, on est sur ce même élément de Giannis, c'est autre chose, quoi. Giannis, c'est pas... Voilà, tu lui mets la balle dans la main, tu dis soit un meneur de jeu, fais un peu de la gestion du jeu, ou alors fais des drive-in kick et pick and roll avec des lectures un peu avancées. Bah non, t'as l'impression que c'est... je sais pas comment trop décrire ça. Un éléphant dans un magasin de porcelaine, non, je sais pas si l'image est bonne, mais voilà, c'est très hors de contrôle, mais parce qu'il est tellement grand, il est tellement explosif que voilà, il n'y a pas les petites nuances de dribble, notamment. Et d'ailleurs, Scottie Barnes, c'est un meilleur dribble pour l'instant que le Giannis de l'époque. Mais par contre, ben ouais, en effet, pour ce qui était scoring, et pour ce qui est drive, et pour ce qui est transition, et pour ce qui est finition au panier de manière générale, Giannis était au-dessus et au-dessus. Et on l'a bien vu d'ailleurs, c'est pas que mon impression et que mon analyse de match, on l'a bien vu dans les chiffres d'ailleurs. Ça se reflète bien que Giannis était un meilleur driver en termes de volume. C'était équivalent, même si, bon, il faut ajuster pour l'inflation. Mais en termes d'efficacité, il y a pas photo, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que là, la différence, elle se fait aussi de par le fait que, certes, ils ont des mensurations physiques relativement similaires, on va dire, mais pas totalement identiques. Déjà, sur le plan physique, des mensurations, Scottie Barnes est listé plutôt autour des 6,7 ou 6,8 de taille, donc autour des 2 mètres, on va dire. Là où Giannis est plutôt à 6,11, voire même grandir. Il a grandi à 7 pieds de haut selon voilà, les fameuses mesures américaines. C'est aussi précis que nos mesures de manifestation. Mais voilà, donc il y a déjà cette différence qui est capitale en fait. Qui est capitale, la taille. Parce que à ce stade-là, plus on est grand, plus ça peut ouvrir des possibilités qui sont différentes. Donc c'est là-dessus où on pourrait se dire, bon bah 6,8, 6,11, c'est pas énorme, mais en fait si, ça l'est. En termes de répercussion, de à quel point ce différentiel de taille peut affecter le jeu, oui, c'est pas la même chose. C'est pour ça que pour moi, j'ai un peu plus ce côté Scottie Barnes est un grand porteur de balle, ou même un très grand porteur de balle, là où pour moi Giannis est un vrai intérieur. Après, cela dit, ils ont à peu près la même envergure de bras. En tout cas, d'après les mesures du combine, ils sont à peu près les deux autour de 7,3 de long en termes de bras, en termes d'envergure. Donc des bras immenses. Mais, premier élément, c'est la taille. Mais le deuxième, surtout, pour moi, c'est l'explosivité. Pour le coup, sur le plan athlétique, on n'a pas du tout affaire au même spécimen. Là où, justement, là où Scottie Barnes manque un peu d'explosivité et de vivacité, Giannis, c'était depuis le début de l'explosivité pure et de la vivacité dans des petits mouvements que n'a pas Scottie Barnes, de l'explosivité à la fois horizontale mais aussi verticale évidemment, de la vitesse, à quel point il est capable de décoller très vite du sol, de se propulser en l'air, là où c'est toujours un peu plus lent, un peu plus pâteau avec Scottie Barnes. Donc c'est là-dessus où je pense que Giannis avait ce côté explosivité d'élite que n'a pas Scottie Barnes. Donc, je veux bien, et d'ailleurs je suis le premier à les faire, les comparaisons entre Scottie Barnes et Giannis, mais je pense qu'on n'est pas sur on n'est pas sur le même plan en fait. Donc il y aura forcément un différentiel et je ne m'attends pas à ce que Scottie Barnes soit l'équivalent, voire même s'approche du score implacable qu'a été et qu'est encore Giannis. Mais c'est pas tant contre Scottie Barnes. L'anomalie, c'est pas Scottie Barnes. L'anomalie, c'est Giannis. Mais c'est quand même bon de le rappeler, de à quel point c'est, comme on avait dit sur la centaine, notre top 100 des années 2010, Giannis, c'est le ticket gagnant du loto. C'est l'exemple type de pourquoi est-ce qu'on draft des mecs avec un profil physique et athlétique exceptionnel, même s'ils ont très peu de skills ou très peu d'expérience. C'est que on se dit toujours, s'il acquiert la palette technique, si on remplit cette charpente physique avec de la technique et du ballon, ça peut faire un truc démentiel. Plutôt que si c'est juste quelqu'un de technique mais qui est plus petit, pas aussi explosif, etc.
Donc voilà, Giannis, c'est vraiment l'anomalie. C'est le ticket gagnant du loto. Et ce différentiel de taille, premièrement, mais surtout aussi d'explosivité, pour moi, il est très largement significatif. Et ce qui fait que là où Giannis, on avait déjà à l'époque un driver de haut niveau qui ensuite est devenu le meilleur driver de NBA ou pas loin, euh, quelqu'un qui a la meilleure gravité sur des transitions peut-être de l'histoire, quelqu'un qui voilà qui a un vrai aimant, un défenseur, quelqu'un qui dans l'espace, je crois qu'on n'a jamais fait mieux dans l'histoire ou quasiment, mais honnêtement, Giannis dans l'espace. Bon, le problème, c'est que en playoff et dans des configurations de plus en plus compliquées, on le prive d'espace, mais en général, le niveau de coordination et de vivacité qu'il est capable d'avoir avec ce niveau, avec cette taille, déjà, c'est pas simple. D'être aussi grand, parfois on se rend pas compte, nous, nous simples mortels, mais on se rend pas compte à quel point quelqu'un qui est plus grand à ce point et à ce point grand, c'est difficile de bouger aussi rapidement. Mais en plus, là où c'est extraordinaire avec Giannis, c'est que vous comparez le profil physique de Giannis en 2016 comparé à 2023, voire même à 2017 en fait. En fait, déjà en 2017, il avait déjà commencé à se renforcer, mais on n'est pas du tout sur la même épaisseur de charpente. Et pourtant, c'est là que c'est extraordinaire, c'est que Giannis, il a conservé, malgré cette masse en plus, il a conservé un niveau de fluidité dans l'espace et de vivacité absolument démentiel. Et donc, comme il a ce niveau-là sur ses qualités, en étant aussi grand, ce qui fait que voilà, ça fait 10 ans que vous êtes habitué, 10 peut-être pas, 6-7 ans que vous êtes habitué à voir les highlights de Giannis traverse le terrain en 2 dribbles, ou Giannis fait 2 pas et, et se retrouve depuis la ligne à 3 points, il fait un Eurostep pour aller au panier, ou ce genre de choses. Et je pense que, je sais pas si certains le pensaient peut-être, mais pour moi, on n'est pas sur le même niveau avec Scottie Barnes. On n'est pas sur ce niveau-là. On est sur quelqu'un qui va avoir des mouvements plus linéaires, beaucoup moins saccadés, beaucoup moins vifs, et qui n'a pas du tout la même explosivité. Il décolle beaucoup plus lentement et beaucoup moins haut en fin de drive, notamment. Donc ça fait quand même une différence assez notable, et ce qui fait que pour moi, on n'a pas du tout le même plafond d'efficacité et de capacité à casser une défense et à créer des rotations, à scorer par-dessus des gens, etc., etc. Et d'ailleurs, on a pour l'instant pas du tout Enfin, vous l'avez vu, hein, l'efficacité sur drive de Scottie Barnes, elle est mauvaise. 0,94 pour l'instant, c'est mauvais, et c'est même mauvais. Enfin, c'est mauvais en général, mais c'est encore plus mauvais pour ses mensurations. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ouais, bon, il est gentil, mais super, il nous explique que Giannis, qui est un phénomène, bah oui, ok, il est meilleur que Scottie Barnes, né ou ne sera peut-être jamais. Merci, ok. Un des meilleurs joueurs de l'histoire, une des plus grandes anomalies de l'histoire, il est meilleur que Scottie Barnes, merci. Mais en fait, je dis pas ça que pour ça, c'est pas pour mettre une simple nuance, c'est aussi pour dire, il y a de vraies différences, et il y a aussi, peut-être pour l'instant, de vraies limites dans le jeu de Scottie Barnes. Pour l'instant, l'efficacité sur drive, on a dit 0,94 points par tir tenté sur des tirs en fin de drive. C'est mauvais. Et c'est même très mauvais pour ses mensurations. On pourrait s'attendre à beaucoup plus. C'est ça aussi. C'est pas comme si Giannis était genre à 1,38 et que Scottie Barnes était seulement à 1,20 pour l'instant, ou 1,10. Non, là on est quand même en bas de l'échelle. Pour vous dire, hein, l'an dernier, si on reporte son score là, sur l'an dernier, il aurait été avant-dernier du classement en termes d'efficacité parmi les gros drivers. Donc voilà, c'est pas juste pour mettre une petite nuance, c'est pour dire, non, pour l'instant, le côté drive de Scottie Barnes, il est pas trop là, quoi. Il est pas trop là. Alors, il a d'autres qualités, mais voilà, sur cet aspect de scoring de drive, pour l'instant, on n'est pas très bon, quoi. On n'est pas très bon. Et vous pourrez me dire, donc, là, ce n'est qu'une demi-saison pour 2024, mais 2023, donc on était 1,02 points par tir tenté. Non pas 0,94, mais 1,02 points par tir tenté. Et pour les joueurs qui faisaient plus de 6 drives par match l'an dernier, comme lui, l'an dernier, il se classait 90e de NBA, plus efficace, layup plus lancer franc, productivité globale, 90e sur 112. 90 sur 112 à l'efficacité, à la productivité sur les drives. Voilà.
Encore une fois, c'est pas juste pour mettre une petite nuance et dire il est un peu moins fort que Giannis. C'est aussi pour dire que, bah non, pour l'instant, c'est même pas bon, en fait. Scottie Barnes, sur drive. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, en termes aussi de... J'ai évoqué tout à l'heure, à peine 31% de ses tirs sont au panier, contrairement à Giannis qui était à 60%, le double, ce qui est un ratio assez énorme, hein, de passer du simple au double. Et surtout, on a pas mal de tirs de Scottie Barnes qui s'opèrent un peu finalement dans la short distance, parce qu'il n'est pas toujours capable d'aller au panier. Et ça, c'est aussi, on a parlé d'explosivité verticale, pardon, mais justement, la différence, c'est aussi l'explosivité horizontale et cette vivacité. Il n'a pas le premier pas qu'avait Antetokounmpo, et ni même le deuxième pas, et ni même la flexibilité, la vivacité, le tranchant du premier ou du deuxième ou du troisième appui pour faire la différence sur son vis-à-vis. Ce qui fait que, voilà, on a, comme je disais, on a ce profil un peu plus linéaire dans sa manière d'évoluer, qui peut pas faire autant la différence sur son footwork ou sur sa vitesse pure, en fait. Giannis était vraiment déjà capable à l'époque de créer de vraies différences sur son premier pas ou sur les 2-3 premiers pas pour donc aller au panier. Scottie Barnes, c'est pas le cas. Donc première différence, il peut pas autant créer une séparation avec son défenseur, il peut pas se créer d'aussi bons et autant d'ailleurs de tirs au panier. Il a un pourcentage, une fréquence de tirs au panier qui est relativement faible pour sa taille et surtout aussi pour son envergure de bras. Après, le bon point, c'est que je trouve qu'il a plus de touchés que Giannis. Bon, vous me direz, c'est pas dur, c'est pas non plus spectaculaire, mais il a tout de même plus de touchés, en effet, autour du panier, et notamment dans cette zone un peu de flotteur. Je pense que c'est un peu par dépit qu'il est un peu obligé de s'arrêter dans cette zone-là, plutôt que complètement aller au panier. C'est plus par défaut et par dépit de ne pas arriver à créer une vraie séparation et à aller jusqu'au panier, mais il se trouve que oui, en effet, il a plus de touchés dans cet entrejeu, un peu plus loin du panier, un peu plus de finition un peu créative, il a un peu de flotteur, il a un peu de hook shot, de ce genre de petits moves, on va dire, mais ça ne rattrape pas tout. Donc, négatif, c'est l'explosivité, la vivacité et ce genre d'éléments. Positif, le toucher de balle, mine de rien. Mais surtout, autre gros négatif, Scottie Barnes ne provoque pas de faute. En tout cas, très peu. Et c'est vrai que le fameux indicateur, donc le free throw rate plus, donc le taux de lancer franc ajusté par rapport à la moyenne, je peux vous rappeler les chiffres. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? 97 pour Scottie Barnes. Donc il est au niveau de la moyenne. Et quand on dit la moyenne, c'est la moyenne NBA. Et donc dans cette moyenne NBA, on a aussi pas mal de petits meneurs, et de petits arrières, et d'extérieurs. Donc quand on est finalement un intérieur, et quelqu'un d'aussi grand et d'aussi long comme Scottie Barnes, finalement, un score de 97 de free throw rate plus, c'est assez mauvais en fait. Et en 2023, c'était 91. Et son année rookie, 93. Donc, c'est pas une anomalie statistique de 2024 pour l'instant. On est sur quelqu'un qui provoque assez peu de fautes. Alors que, de l'autre côté, Giannis, donc, on l'a dit, troisième saison NBA à 21 ans, donc en plus un an plus jeune, 146 de free throw rate plus. Et ça, je sais que ça peut paraître assez contre-intuitif, mais la capacité à attirer des lancers francs, c'est quand même généralement une qualité intrinsèque, je sais pas, mais qui a tendance à ne pas beaucoup évoluer. En tout cas, pas souvent et pas dans des proportions gigantesques. Et ce qui est intéressant donc, c'est de voir que il y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs stars qui, en fait, déjà lorsqu'ils étaient très jeunes et pas forcément stars et pas avec un énorme volume de jeu, pas beaucoup de responsabilités, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est de voir que certaines stars, en fait, elles étaient déjà sur des rôles limités et des temps de jeu limités avec des scores de taux de lancer franc déjà très bons. Donc ça sort pas de nulle part, en fait. Si je vous dis Giannis Antetokounmpo, voilà, à 21 ans, il était déjà à 146. Et même l'année d'avant, 163. Et l'année d'avant, 170. Donc 70% plus élevé que la moyenne. C'est des scores d'élite. Et même d'ailleurs, le 146 de l'année en question, donc de 2016, l'année qu'on a utilisée pour la comparaison,
c'est son plus faible en carrière, et c'est aussi parce qu'il était utilisé dans un rôle différent de meneur de jeu, donc un peu plus porter la balle, sans doute moins agressif, etc. etc. Mais voilà, Giannis très jeune, 170 de free throw rate plus, lorsqu'il a 19 ans, à Milwaukee, a joué à côté de Brandon Knight et de O.J. Mayo. Si vous prenez Jimmy Butler, bah, c'est pareil. Butler qui est le maestro des lancers francs depuis, actuellement en NBA, quelqu'un qui est toujours dans les scores d'élite, le meilleur extérieur de NBA, qui a des scores parfois meilleurs que les intérieurs en termes de provocation de lancers francs. Pour vous dire d'ailleurs, cette année, 225 de free throw rate plus, donc 125% au-dessus de la moyenne en 2024, Butler. Mais si vous prenez le début de carrière de Butler, 168, 172, 186, 166, 200, etc., etc. Et ce petit jeu, on peut le faire pour tout le monde. Donc c'est là-dessus où je sais qu'il y a pas mal de cas où, bon, ça peut arriver, mais souvent, moi, je le prends un peu, non pas au pied de la lettre, mais comment dire, je le prends sans doute un peu plus au sérieux et un peu plus de manière quasi définitive ou un peu plus ancrée, plutôt on va dire ça. Je le prends de manière un peu plus ancrée, cette capacité à tirer des lancers francs, que beaucoup. Que la majorité des gens, peut-être. Mais voilà, moi, ce côté, Scottie Barnes va grandir, il va se développer et il va attirer plus de fautes, comme on a dit avec Jaylen Brown pendant des années, comme on dit actuellement avec Anthony Edwards aussi. Bon, moi, j'attends de voir et je suis plutôt sur le côté le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas une explosion énorme. Mais dans le cas de Scottie Barnes, pourquoi c'est important, c'est que justement, vu qu'il n'a pas cette explosivité pour créer des décalages, pour créer mettre son défenseur dans le vent sur drive, etc., etc., pour moi, c'est ultra important qu'il soit capable de compenser avec des lancers francs. Et or, pour l'instant, il ne le fait pas. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi peu productif et aussi mauvais sur des drives pour l'instant. Cette année, l'an dernier et l'année d'avant. Parce qu'il ne va pas complètement jusqu'au panier, il s'arrête pas mal avant le panier pour des petits flotteurs, parce qu'il faute de mieux et d'aller complètement au cercle. Donc déjà, c'est des tirs un peu moins rentables, et puis il ne provoque pas autant de lancers francs, et les lancers francs, c'est un gain de rentabilité qui est énormissime. Donc bref, là-dessus, c'est un peu, c'est un vrai doute pour moi, parce que quand on met ça, tout ça bout à bout, je sais pas à quel point, finalement, Scottie Barnes va pouvoir être un bon scoreur, notamment sur drive. Et c'est un point clé pour moi parce que c'est un point clé. Parce que pour moi, c'est un point de bascule de la carrière de Scottie Barnes et de son développement. Le passing, c'est très bien. Et je pense qu'il y a pas mal de valeur à gratter là aussi. Sur à quel point est-ce que ça peut être un bon distributeur, certes. Mais, comme dit, la capacité de créer du jeu, c'est tout autant, ou en tout cas autant en partie, le passing pur que la menace au scoring. C'est en premier lieu à quel point tu es dangereux en tant que scoreur. C'est ça qui va dicter les couvertures défensives que tu dois affronter, et c'est ça qui peut aussi dicter tes opportunités de passe. Comme d'habitude, désolé, je le fais à chaque fois, l'exemple, c'est Ricky Rubio contre Russell Westbrook. Rubio, excellentissime passeur de génie, etc. Et pourtant, il a quand même créé moins de jeux que Westbrook, qui est un moins bon passeur, mais qui avait cette détonation, cette capacité à casser des défenses de par la menace de son scoring. Donc bref, je ne sais pas à quel point Scottie Barnes a un plafond bas ou pas, mais s'il devait parier, et on se retrouvera dans 5 ou 10 ans pour en reparler, mais je pense pas qu'il y ait un plafond d'élite sur ce drive. Malgré l'envergure de bras qui est magnifique, malgré la taille, malgré aussi une plutôt bonne puissance et une plutôt bonne épaisseur qui peut s'améliorer encore, d'ailleurs, et malgré un bon toucher de balle, je pense qu'il peut devenir bon, voire très bon. Est-ce qu'il peut devenir excellent ? Oui, il peut. Est-ce que c'est probable qu'il devienne un des meilleurs slashers, drivers de NBA ? Ça, je trouve que c'est peu probable. À cause de ce différentiel d'explosivité et d'agressivité. Mais bon, on verra. On verra, mais c'est un vrai point de bascule.
Mais bref, et donc pour avancer, le shoot, c'est vrai que ça aussi, c'est une vraie différence. Le shoot, c'est une vraie différence. Alors, j'ai dit, il est à 39 ou 40% cette année pour l'instant, mais bon, on n'est pas sur un échantillon non plus énormissime. À voir avec si ça se confirme sur toute la saison et sur plusieurs saisons. Ce que je peux vous dire, c'est que il est plutôt en carrière, en tout cas en 2022 et 2023, si on combine les deux, c'est 29% à 3 points sur plus de 400 tentatives. Donc, pour l'instant, moi, si je dois me fier à un échantillon, c'est plutôt celui-là que ce début de saison 2024. Bon, qu'il puisse s'améliorer au shoot, par contre, ça, je pense que c'est totalement possible. Est-ce qu'il est passé d'un coup de 29%, donc très en dessous de la moyenne, à 40%, très au-dessus de la moyenne? Non, ça je pense pas. Je pense qu'il y a une légère surchauffe pour l'instant, mais est-ce que c'est déjà devenu un meilleur jump shooter? Oui, c'est possible. Et est-ce qu'on est déjà avec un shooter capable d'être respecté et capable d'être autour des... avec un vrai niveau, entre guillemets, autour des 36, 37, 38% à 3 points? Oui, peut-être. Et pour le coup, c'est vrai qu'avec Giannis, j'avais pointé ça comme potentiellement un point de bascule, et ça ne l'a pas été, parce qu'en fait, il est devenu tellement énormissime, et tellement élite, et tellement fantastique sur le drive, qu'il n'y a pas eu besoin, en fait, de ce jump shot. Mais, avec Scottie Barnes, et avec ce qu'on a dit sur ses qualités différentes sur drive, bah c'est vrai que, à quel point est-ce qu'il peut devenir un bon jump shooter ou pas, ça peut être un vrai point de bascule également. Désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Scottie Barnes ne peut pas être à lui seul un calibre All-NBA First Team de par son drive, comme Giannis. Mais par contre, s'il peut gratter un peu sur le drive, et en plus que le jump shot devient bon, ou très bon, oui, là de suite, ça devient... C'est une autre histoire, et c'est vrai qu'on est très différent sur un cas très différent de Giannis, qui en fait n'a jamais été un bon jump shooter. Il a fait une saison rookie à 34%, on s'est dit, ah, tiens, 34%, c'est pas mal. S'il peut construire à partir de ça et développer, pourquoi pas, hein. Le classique, il est jeune, il va se développer. Mais en fait, non. C'était pas loin d'être sa meilleure saison. Et encore, le 34%, c'est sur un échantillon assez ridicule, en fait, hein, pour le coup. Donc bref, si on compare, pour le coup, Giannis du début de carrière, 14, 15, 16, 28% à 3 points. Scottie Barnes, 21, 2022, 23 et 24, 29%. Donc sur les pourcentages, a priori, on a la même chose, mais le volume est différent. Déjà, cette année, il en prend beaucoup. Et le fait qu'un shooter tente, ça ne compense pas tout, mais ça montre que on n'est pas sur un non-shooter qui force. Je pense. Hein. Je ne sais pas si je l'exprime très bien, mais pour moi, le fait qu'il tente, c'est déjà un bon signe. Et en plus, on n'est pas que sur du catch and shoot, on a aussi un peu de pull-up avec Scottie Barnes. Et c'est intéressant parce que si ce pull-up se confirme, déjà, oui, les pourcentages, donc début de carrière de Giannis et début de carrière de Scottie Barnes sont les mêmes, mais le volume est différent, le type de tir est différent. Il y a plus de diversité déjà dans les tirs de Scottie Barnes. Il y a peut-être même un peu trop de diversité parce que je pense qu'il a aussi de mauvais pourcentages sur jump shot parce qu'il tente un peu trop, justement. Mais au moins il tente et il est capable d'exécuter des pull-ups et ce genre de... Mécaniquement, il est capable de faire ce genre de gestes, déjà. Et puis surtout, il y a du toucher de balle, comme dit. Il y a un bien meilleur toucher de balle, donc c'est un vrai point clé pour moi parce que en effet, s'il y a un pull-up, ça peut être très différent parce que là où il ne peut pas créer de la pression sur la défense seulement avec son drive et son explosivité. Par contre, s'il a de la menace au niveau du pull-up, ça peut attirer du coup la défense un peu vers lui, grosso modo, hein, pour caricaturer, et donc ouvrir d'autres angles de drive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Giannis, il a fait face depuis toujours à des joueurs qui se tenaient à 4 mètres de lui parce qu'il n'y avait pas de pull-up. Scottie Barnes, dans ces situations, il peut pas faire autant la différence, mais par contre, s'il y a un pull-up, ça peut aussi changer la complexité des défenses en face de lui, et ça peut changer la donne pour lui-même. Donc, un vrai point de bascule pour moi aussi, le jump shot, évidemment. Et, pour le coup, je pense qu'il y a un plafond un peu intéressant là-dessus. Bon toucher de balle, il relâche le tir très haut parce qu'il est très grand. Donc, ouais, pas mal. En plus, j'en ai déjà un peu parlé, mais diversité de tir déjà, un footwork déjà pas mal pour faire des step back ou ce genre
de petits moves. Donc très bien. Et c'est vrai que je me demande un peu quel rôle est-ce qu'il va avoir. Parce que clairement, comme expliqué, le Giannis 2016, il a été mis un peu là, mais bon, un peu par marketing, un peu aussi pour, pour le passer au révélateur sur une fin de saison. Mais Giannis, c'était pas un ball handler. Et on l'a vu ensuite, d'ailleurs, dès 2017, le développement s'est fait dans une autre direction et ça a été le bon, clairement. Scottie Barnes, je pense que on est moins sur ce profil hybride, intérieur hybride de Giannis. Je pense qu'on est plus sur un grand porteur de balle. Et donc, on a d'autres possibilités. On a un scoring qui va être moins fort, peut-être. Mais on a aussi d'autres possibilités de par le passing, de par un peu le pull-up. Et j'ai hâte de voir dans quel rôle est-ce qu'il va être à terme. Je ne saurais pas vous dire, parce que là, bon, on est dans une période de transition avec les Raptors, pardon. J'allais dire les Warriors. Je pensais à Siakam qui allait partir à Golden State. Mais non, je pense qu'on est un peu en période de transition et on verra cette fin de saison et l'an prochain et l'année d'après. On aura une vraie idée du développement, dans quel sens le développement de Scottie Barnes va aller. Je pense que ça peut être très bon, hein, comme dit dans le podcast il y a 2 semaines avec Baptiste, quand on a parlé sur l'hebdo. Moi, je pense qu'il y a clairement un potentiel All-NBA First Team. Clairement. Mais c'est juste que ça ne se fera pas sur le modèle Antetokounmpo. Il n'y a pas l'explosivité, il n'y a pas les mêmes atouts, il n'y a pas la même palette, il n'y a pas le même scoring implacable. Mais par contre, oui, pour moi, il existe un jackpot, une version Scottie Barnes, un peu entre les deux, en fait. Un peu entre le grand ailier et Antetokounmpo. Pas totalement grand ailier, totalement délié, totalement dribbleur et extérieur dans l'âme, mais pas totalement non plus cette espèce de Giannis, en fait. On va l'appeler Giannis, hein, le rôle de Giannis, porteur de balle ou Shaq 2.0 des temps modernes. Voilà, je pense qu'il peut avoir sa niche un peu entre les deux, de par le passing, de par le pull-up. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est le fait que on va aussi pouvoir utiliser un peu ses qualités de finisseur, en tout cas, je l'espère, avec des porteurs de balle un peu dynamiques. Et ça, pour le coup, c'est ce qui a toujours manqué avec Giannis jusqu'à cette année, où il y a enfin Damien Lillard. Et on commence un peu à voir, à exploiter totalement, non pas le Shaq 2.0 balle en main face à une défense ou en transition, mais on commence un peu à exploiter à quel point aussi est-ce que Giannis est un fantastique finisseur sans ballon. Sans doute que dans son prime, pour l'instant, Giannis, on n'a pas assez exploité cette partie-là, mais parce qu'on n'a jamais eu un porteur de balle qui avait des qualités de passeur très au-dessus de la moyenne ou une dangerosité de scoreur au-dessus de la moyenne pour un peu attirer les défenses à lui, ce porteur de balle, pour libérer la finition pour Giannis sans ballon. Je pense que Scottie Barnes n'a pas du tout ce côté verticalité autant aérien, explosif, sans ballon, menace de lob, etc., etc. Mais par contre, il y en a un peu tout de même. Et c'est quelqu'un qui peut être utilisé aussi de diverses manières. Et notamment donc en poseur d'écran sur pick and roll. Il va pas aller au alley-oop, il va pas être autant explosif ou vertical, mais il y a de la taille, il y a de l'envergure de bras, donc il peut le faire un peu tout de même. Et puis il y a du passing sur short roll aussi. Le fameux passing en mouvement après avoir reçu la passe du pick and roll. Et ce qui est bien, c'est que, bon, je ne vais pas trop développer, mais j'ai hâte de voir le duo avec Immanuel Quickley. Parce qu'une des forces de Quickley, c'est son dynamisme. C'est vraiment un feu follet qui va partout. Et donc, pour essayer de faire plier les défenses dans un sens ou dans l'autre, j'ai aucun mal à imaginer un espèce de dribble and off, un jeu à deux entre Quickley et Scottie Barnes avec ce dynamisme de Quickley qui attire les défenseurs ou qui fait faire des choix à la défense, qui peut profiter à Scottie Barnes, ou alors l'inverse. Voilà. En plus, Quickley, il a le pull-up à 3 points, il a le shoot, il a aussi le drive, donc c'est pas mal. Donc voilà. Je pense qu'il y a un duo où il y a pas mal de choses à faire. Et en effet, on n'est pas sur le modèle Giannis, malgré peut-être certaines comparaisons, mais on est sur un modèle qui peut donner de grandes choses. Qui peut vraiment donner de grandes choses. Et pour finir sur l'attaque, à l'époque, j'avais dit, je vais réutiliser un concept que j'avais utilisé sur Sengun, sur un ancien duel de joueurs mystères. Pardon si je vous ai spoilé l'épisode numéro combien 85, je crois, un truc comme ça, où j'avais fait un duel entre Sengun et Jokic. Et ce que j'avais un peu ressorti à l'époque, c'était le point de bascule pour moi de Sengun, c'est à quel point est-ce qu'il va être un scoreur implacable ou pas.
à quel point est-ce qu'il va être bon en tant que scoreur ou pas. Et donc, par conséquent, où est-ce qu'il va se situer, Sengun, sur l'échelle entre Sabonis et Jokic? Parce que Sabonis, c'est exactement ça, c'est Jokic. En tout cas, c'est... Non, je recommence. C'est pas Jokic, on efface. On coupe au montage. Non, Sabonis, c'est un moteur offensif sur le passing, sur le dribble end-off, loin du panier, sur du five-out, etc., etc. Ok, mais la différence entre Sabonis et Jokic, c'est que Sabonis, si tu choisis de faire des couvertures où tu le laisses en 1 contre 1 et chacun reste sur son shooter ou sur son joueur, Sabonis peut pas punir. Il n'a pas autant la taille que Jokic, ok. Il n'a pas des qualités de finisseur et de scoring implacable autant que Jokic. Et donc c'est vrai que pour Sengun, j'avais un peu dit ça. J'avais dit, à quel point est-ce qu'il aura une bonne carrière? Pour moi, ça va dépendre de ça, surtout parce que le passing, c'est un peu acquis, mais à quel point Sengun peut être un meilleur scoreur que Sabonis? Est-ce que s'il ne peut pas, ce sera une version de Sabonis, en effet, une sorte de hub offensif qui fait des dribble end-off, qui fait des passes sur short roll, etc. Mais pas dans la catégorie All-NBA First ou Second Team qui peut être un go-to-guy, alors que Jokic, lui, si tu choisis de, de le défendre en 1 contre 1 et de rester sur les shooters et de rester sur les cutters, non, lui, il va au poste bas, il prend l'isolation et il te punit. Donc c'est la vraie différence, et pour moi, Scottie Barnes, j'ai un peu envie de réutiliser ce concept. À quel point est-ce que il va être un scoreur efficace et implacable sur l'échelle de, on va dire, et encore non, c'est très sévère. J'avais envie de dire entre Pascal Siakam et Giannis Antetokounmpo, mais sachant que Siakam est quand même meilleur actuellement que Scottie Barnes sur cet aspect déjà. Quoique tu me diras, Sabonis était déjà meilleur que Sengun à l'époque. Mais allez, faisons ça. Imaginons que Scottie Barnes se développe comme il faut. Pour moi, à quel point est-ce que Scottie Barnes sera bon va dépendre de à quel point est-ce que son scoring va être implacable. Est-ce qu'on va être plutôt proche du niveau Pascal Siakam, c'est-à-dire très sympa, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, scoreur à volonté, pas tant que ça, scoreur ultra efficace lorsqu'on lui laisse la possibilité, d'un côté, ou à quel point est-ce qu'il va plutôt se rapprocher de Giannis. Non, c'est un trop bon scoreur, on ne peut pas le laisser seul, on est obligé d'apporter plein d'aide, et donc, forcément, ça va déverrouiller des fenêtres de passe et énormes et en quantité pour Scottie Barnes. Donc voilà, je réutilise un peu ce concept, à quel point est-ce que l'implacabilité du scoring de Scottie Barnes va se situer sur l'échelle plutôt proche de Siakam ou plutôt proche de Giannis. Si je devais parier, je pense plutôt proche de Siakam. Je pense. Sauf si on a une explosion du jump shot qui est possible, vu son toucher de balle et vu sa mécanique plutôt bonne. D'ailleurs, lancer franc, on est autour des 77% en carrière, donc plutôt un bon indicateur. Pas non plus fantastique, mais c'est pas mal. Mais si je devais parier, pour moi, le scénario réaliste, c'est Siakam, en termes de scoring. Je parle que de scoring, on est d'accord. Il aura d'autres atouts en plus au niveau du passing, peut-être, ou des trucs comme ça. Mais j'ai du mal à le voir complètement implacable. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pour l'instant, à NBA, on n'est pas sur un score efficace. Pas trop, en tout cas. Scottie Barnes, cette année, il est au-dessus de la moyenne, mais comme dit, avec aussi une partie de surchauffe sur le jump shot pour l'instant, en tout cas, ce qui ressemble à une surchauffe pour l'instant. Et l'an dernier, on était, je crois, 10% en dessous de la moyenne au niveau de l'efficacité au scoring. Son année rookie, on était au niveau de la moyenne, 98. Voilà. Pour l'instant, on est dans ces eaux-là, alors que un Scottie Barnes All-NBA First Team, pour moi, il est plutôt à 110 de True Shooting Plus. 110, 110, 112 de True Shooting Plus. Ce qui paraît peu, mais ce qui est très très loin. Ce qui est très loin en termes de True Shooting Plus par rapport à 100. Où il est actuellement. Où il semble être actuellement. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un point crucial. Et puis l'autre aussi, on peut finir par ça, mais c'est la défense. Et j'en ai déjà parlé, mais le Giannis 2016 était assez mauvais défensivement sur l'homme, loin du ballon. Beaucoup d'imperfections.
Ça s'est vite corrigé. En 2017, il est All-NBA Second Team et All-Defense Second Team. Et effectivement, j'ai des souvenirs de... C'était plus le même joueur, en effet. On avait un vrai défenseur d'élite, Giannis, dès 2017, alors que 2016, c'était pas le cas. Je pense qu'en l'état, Scottie Barnes est déjà plus performant que le Giannis de tout début de carrière. Alors après, c'est injuste parce que du coup, comparé au Giannis de 22 ans comme lui, ben non, Giannis de 22 ans était au-dessus, mais le Giannis troisième année comme lui était moins bon. Et notamment, la vraie force de Scottie Barnes, c'était que même dès son année rookie, on l'a vu utilisé par Nick Nurse sur James Harden, par exemple, sur la série de playoffs. Et pas que en playoffs, mais voilà, il a aussi un profil assez intéressant, je trouve, de pouvoir être utilisé sur pas mal de profils différents, y compris donc sur des extérieurs. Donc il y a cette défense au point d'attaque, il y a la taille, il y a l'envergure de bras, il y a le playmaking défensif. On a dit des chiffres de interception et blocs qui sont très hauts, qui sont d'élite. Et au-delà du chiffre en lui-même d'interception, le fait est aussi que le steal percentage est aussi un excellent indicateur de l'intelligence de jeu et des instincts et de la capacité à anticiper le jeu pour pouvoir justement le court-circuiter. Et là-dessus, il est très bon. Donc voilà, pour moi, on a clairement un joueur qui, dès ses premières minutes NBA, était un positif en défense. Très clairement. Après, c'est vrai que, de la même manière que sur Drive, pour moi, il n'a pas le potentiel de Giannis. Parce que, encore une fois, petit déficit de taille, mais surtout d'explosivité. Donc j'ai du mal à le voir prendre un aussi gros volume défensif off-ball, notamment. On-ball, il peut être très bon. Mais voilà, en termes de défense et de volume défensif sans ballon, je pense qu'on est un cran au-dessus tout de même. Mais, et on peut finir par ça, il y a certaines nuances que j'ai mises aujourd'hui. Il y a le point de bascule principal qui est à quel point ce qui va pouvoir bien scorer ou pas, entre simplement être sympathique au niveau de la moyenne, ou alors une vraie plus-value très efficace et implacable au scoring. Mais au final, ça fait quand même un package pas mal. Un défenseur qui peut être de niveau all defense, je pense, en tout cas pas loin. Quelqu'un qui a du passing et du très bon passing, qui dans le jeu d'aujourd'hui peut totalement être le meneur de jeu, ou en tout cas le playmaker principal de son attaque, surtout si on le met à côté d'autres scoreurs un peu dynamiques. Ça peut faciliter la chose en plus dans cet espace et ce spacing de 2023, 23, non, et non, dans 2024 déjà. De 2024, donc, voilà, et plus le pull-up, le développement du pull-up et du jump shot, franchement, ça nous fait un package qui, pour moi, est clairement, très clairement, à un plafond de All-NBA First Team. Assez nettement. Est-ce que ce plafond est probable? Non. Mais est-ce qu'il existe? Oui. Et c'est un plafond qui n'existe pas forcément pour tout le monde. Ce plafond n'existe pas pour, pour Precious Achiuwa, par exemple. Ou d'autres. Ce plafond, d'ailleurs, n'existe pas forcément pour moi avec Evan Mobley. Je pense que Evan Mobley part de plus bas et surtout a plus de limitations sur le côté haute attaque. Le passing et le scoring même. Surtout le scoring même. Après, peut-être que, enfin sans doute que le niveau moyen, on va dire, de Mobley, ou en tout cas Mobley va atteindre plus facilement son meilleur scénario possible, parce que la protection du panier et la polyvalence défensive est à ce point importante, et lui, il est à ce point bon là-dedans, donc ça, ok. On va dire que Mobley a un scénario maximum plus atteignable, je pense, et plus probable. Par contre, c'est vrai que Scottie Barnes, ouais, on a ce scénario optimiste, très optimiste et littéralement idéal, le meilleur possible, qui est peu probable, en tout cas moins probable, à mon avis, parce qu'il faut vraiment un déclic et des progrès significatifs sur le drive et le pull-up. Mais par contre, il existe. Il existe et j'ai aucun mal à me dire... Enfin, en tout cas, je serais peut-être un peu surpris, mais si vous me dites d'ici 5 ans ou 6 ans, Scottie Barnes est MVP ou dans la conversation MVP et il est All-NBA First Team, ouais, évidemment. Mais bon, voilà. Il y a quand même du boulot. C'était aussi un prétexte aujourd'hui
de parler de ça, de parler de ces points de bascule que sont le scoring de manière générale, de parler des nuances aussi de profil de ce côté. Il n'est pas explosif, il est pas forcément très agressif non plus, il n'est pas aussi fluide et vif peut-être que Giannis, mais évidemment il y a quand même pas mal de choses, donc c'était un prétexte aujourd'hui de pouvoir parler de Scottie Barnes et puis aussi de rappeler à quel point est-ce que Giannis était fantastique. Voilà, ça fait aussi du bien toujours de, de le rappeler quand on a des phénomènes, que oui, en fait, les phénomènes sont des phénomènes, et surtout, c'est toujours marrant de voir que mine de rien, alors, il y a peut-être un aspect a posteriori, mais vous voyez que pas tant que ça, parce que il y a ce côté rigolo de voir que un joueur d'élite, en général, même sur ses jeunes années, on arrive à lire quelques stats et quelques indicateurs d'élite. Que ce soit le drive, que ce soit la capacité à tirer des fautes, que ce soit la défense, etc., etc. Même sur des joueurs très imparfaits, on arrive à lire et voir que certaines qualités, peut-être un peu secrètes sur des rôles mineurs, on peut les décerner dès le plus jeune âge. Et donc, rendez-vous d'ici 5 ans pour la course au MVP, avec peut-être, donc, notre ami Scottie Barnes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le retour des duels de joueurs mystères vous font plaisir, évidemment. C'est vrai que ça faisait longtemps, et trop longtemps, qu'on n'avait pas fait un duel. C'est ma faute, c'est totalement ma faute. Bah oui, de toute façon, c'est moi qui gère le podcast, donc ça peut être que ma faute. C'est pas une excuse, ça. C'est ma faute. Mais voilà, c'est vrai que c'est un concept que j'adore, qui en plus, je vois, est un peu repris partout, donc c'est bien parce que... Enfin, j'ai pas inventé le concept, mais c'est bien que de plus en plus de monde se mette aussi à faire ce genre d'un peu de duel à l'aveugle, en mettant en avant les stats. Ça permet aussi de démocratiser certaines stats, de faire remonter aussi parfois certains de nos biais. Le duel à l'aveugle permet ça aussi, de dire « Ah bah tiens, on fait ce duel et vous avez été tant à préférer joueur B plutôt que joueur A, alors que si j'avais fait un sondage, vous auriez tous dit joueur A. » Donc voilà, c'est bien que tout ça se démocratise, mine de rien. Autant la partie analyse que la partie stat, en fait, c'est ça qui est bien. Donc voilà pour ce duel de joueurs mystères. J'en ai encore 2-3 en réserve qui devraient sortir bientôt, j'espère en tout cas. Et donc, la prochaine fois, eh bien ce sera l'épisode 200 du Basket Lab. Et oui, l'épisode numéro 200 est donc épisode très spécial, bien entendu. Je ne vous dis pas encore qu'est-ce que ça va être, je vous garde la surprise. Je peux seulement vous dire que mon invité a fait 9 finales sur 10 sur les années 2010, que c'est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Non, je rigole. Je rigole. Épisode 200, on n'aura pas LeBron James, non, c'est peut-être pour l'épisode 1000 ou 2000, on verra, si on arrive à grandir. Mais non, non, je vous garde la surprise, mais la surprise, ce n'est pas LeBron James, pas encore pour l'épisode 200. Je ne veux pas en dire plus, vous verrez. Je vous garde la surprise, mais ce sera un épisode assez gros, du coup, et je me suis pas facilité la vie, puisque donc, normalement, ceci est l'épisode 199, et lundi prochain, nous avons l'hebdo. Donc si j'ai envie que le 200 soit le 200, il faut que je me grouille, parce que sinon le 200, ce sera une vulgaire hebdo, et ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Mais on va le faire, et j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Ce sera l'occasion de marquer le coup de 200 épisodes du Basket Lab, n'empêche, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà. Donc, rendez-vous d'ici à peine quelques jours, normalement. Si j'y arrive. Oui, je vais y arriver. Rendez-vous d'ici quelques jours pour fêter l'épisode 200 du Basket Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré mon rhume d'ailleurs, excusez-moi. Mais non, plus sérieusement, je vous remercie également de m'écouter jusqu'au bout et surtout de vos participations sur iTunes, Spotify et toutes les autres plateformes. Merci beaucoup. Et sur YouTube aussi d'ailleurs, puisque YouTube, ça commence à prendre, mine de rien. Merci aussi si vous m'écoutez sur YouTube. Merci à vous pour vos likes et pour votre visionnage. Merci à tous, ça fait très plaisir et ça fait grandir le podcast. Donc j'espère que ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 200. Ciao.